Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est avec un grand plaisir que je vais vous accompagner encore pour la deuxième fois en matière de module de management 2. Et l'objectif, justement, à travers ce module est de vous faire comprendre les théories, les principes et les méthodes de la gestion au regard aux considérations historiques, dans la mesure où nous allons voir une introduction à la pensée managériale à travers la présentation des différentes écoles de pensée. Et l'objectif est de vous faire comprendre l'évolution des pratiques managériales des entreprises au regard à ces écoles. Et en même temps, ce management 2 va vous permettre de comprendre le milieu d'action des managers et le fondement de la direction des organisations. Donc là, c'est une continuité au premier semestre dans lequel vous avez découvrir principalement la définition et la délimitation du concept de management, le concept de l'entreprise, l'environnement et l'organisation des entreprises, les grandes fonctions des entreprises et la stratégie d'entreprise. Donc le management 2 constitue un approfondissement de la gestion en général et des décisions stratégiques des entreprises à partir d'une compréhension du milieu d'action des managers et du fondement de la direction des organisations. Et à partir de là, nous allons voir, je dirais, donc 4 points principaux. Les écoles de pensée du management, le rôle du manager, les processus de gestion et les styles de direction. Et donc là, l'objectif principal est de continuer l'apprentissage des méthodes acquises durant le premier semestre, de vous former à la compréhension des différentes écoles ayant contribué à l'évolution de la pensée managériale de ce qu'on appelle le management moderne contemporain, expliquer le rôle du manager à travers son profil et les missions qui lui sont associées, expliquer le processus de gestion et les méthodes de travail à acquérir avant d'intégrer une entreprise, et enfin analyser les différentes ou les différents styles de direction et leur impact sur la gestion d'entreprise et la gestion des ressources humaines. Donc, en termes de programme, nous allons voir principalement 3 chapitres. Donc, le premier chapitre revient, comme je vous ai expliqué, sur les écoles de pensée et les pratiques managériales, de manière à vous faire comprendre comment ces pratiques ont évolué au regard aux évolutions historiques. Et à partir de là, vous allez découvrir les principales écoles de la réflexion, de la pensée managériale, et qui va nous permettre de tirer des enseignements précieux à la compréhension de la réalité ou des réalités de l'entreprise. Le deuxième chapitre revient sur le rôle du manager et sur aussi donc les missions qui lui sont attribuées. Et enfin, donc le troisième chapitre qui sera consacré au processus de gestion. Et donc là, vous aurez le détail sur le support que je vais vous communiquer sur la plateforme sous format PDF. En termes d'orientation méthodologique pour l'animation et les évaluations pédagogiques, donc on va adopter la même approche de celle du premier semestre. Vous aurez un cours sous la forme de synthèse de l'animateur, des travaux dirigés à travers des applications et des synthèses de textes, et on va faire aussi des études de cas qui peuvent illustrer certains aspects relatifs à ces 3 chapitres. Et par la suite, nous allons terminer par effectivement la méthodologie de l'examen en tenant compte donc du contenu dispensé. Vous aurez également des orientations bibliographiques de manière à vous aider si vous voulez donc approfondir vos lectures avec aussi des sites web spécialisés qui vont vous permettre de chercher des informations complémentaires par rapport, bien entendu, au contenu du module. Donc, nous poursuivons ensemble notre aventure débutée au premier semestre. Ce parcours nous a permis de faire connaissance avec la notion d'entreprise, cellule de base en économie de marché, avec notamment les consommateurs au ménage. Nous avons appris à distinguer les différents types d'entreprises pour mieux comprendre les politiques qui leur sont spécifiques,
rappelez-vous, en S1. Puis nous avons appris à distinguer ce qui entoure l'entreprise, son environnement externe et son environnement interne, avant de plonger dans l'entreprise pour en connaître sa structure, son organisation en termes de ressources humaines, matérielles et financières, pour savoir le qui fait quoi en général et ce qui fait que le système tient debout. Et donc, nous avons aussi découvert les différentes parties de l'entreprise, les fonctions qui nécessairement travaillent ensemble pour un objectif commun qui se matérialise par la survie, la pérennité de l'entreprise. Nous avons fini le semestre 1 en abordant la notion de stratégie qui nous permet de savoir comment l'entreprise et ses dirigeants définissent et élaborent les buts à long terme de leur structure, de leur organisation, leurs objectifs à la fois principaux et secondaires, et le pourquoi et le comment de la création de l'entreprise. Dans cette seconde partie du cours relatif au management 2, nous allons apprendre plus précisément ce qui fait le management. Ce concept de management fait appel à la gestion, la direction, le pilotage. Après avoir choisi notre voiture, en avoir fait le tour, choisi sa couleur, établi avec qui conduire, nous allons donc nous mettre au volant. Le management, nous l'avons vu, est un concept voisin de celui d'entreprise ou de gestion et qui correspond à l'ensemble des techniques visant à optimiser l'usage des ressources d'une organisation, qu'elle soit entreprise, administration, voire même association, en vue de la réalisation d'un objectif qui fédère l'ensemble des composantes de l'entreprise. Donc, dans le cadre du chapitre 1 de ce cours de Management 2, que nous verrons une partie de ce parcours, vous poursuivrez jusqu'en master de manière à découvrir le monde si complexe du management. Et à partir de là, le premier chapitre va présenter principalement l'évolution de la pensée managériale à travers la présentation des principales écoles qui y sont associées, avec bien entendu les pratiques managériales qui en découlent. Dans le chapitre 2, nous approfondirons notre connaissance du métier du manager que vous allez pratiquer à la fin de votre parcours, soit en tant que manager ou gestionnaire. Et donc, le profil de manager est simple et complexe. Simple, car elle est le prolongement de ce que vous apprendrez tout au long de votre licence, mais complexe, car ce n'est pas un métier à statut fixe, comme médecin ou avocat, mais nous verrons ses principales caractéristiques, dans la mesure où ils sont évolutives en fonction de l'évolution de l'environnement de l'entreprise et de la réalité si complexe qu'elle représente. Et à partir de là, le troisième chapitre, vous allez donc commencer à apprendre le travail du manager à travers les processus de gestion que vous allez donc apprendre réellement comment on va faire dans une entreprise. D'où donc, bien entendu, l'articulation de ce programme qui constitue le chemin de notre cours relatif au management 2. Donc, commençons par la première partie, donc le premier chapitre, qui discute principalement des écoles de pensée au management, ce qu'on appelle aussi les pratiques managériales. Donc, la pensée en management ou la pensée managériale est relativement récente. Elle n'est apparue qu'au début du XXe siècle. Les premiers travaux étaient centrés sur l'optimisation des organisations et leur fonctionnement. Ainsi, les théories traditionnelles du management s'étaient penchées sur l'amélioration de la performance des entreprises. Donc, l'objectif principal était de réfléchir sur les outils, les pratiques, les dispositifs à mettre en place de manière à améliorer la performance de l'entreprise. Rappelez-vous, on avait discuté au premier semestre à travers la notion de l'efficacité et l'efficience.
l'atteinte des objectifs, et puis l'atteinte des objectifs en utilisant le minimum ou à moindre coût, le minimum en termes de ressources et des moyens déployés. Et donc, on distingue au sein de ces théories, d'une part, l'école classique, qui a été développée à travers donc, une approche centrée sur la rationalisation du système de production, ce qu'on a appelé donc le courant scientifique ou l'organisation scientifique du travail, avec Taylor et Ford, qu'on va le voir en détail. L'école classique s'est généralement penchée sur la rationalisation des processus d'administration, le courant administratif avec Fayol, et enfin nous allons voir la réflexion de Max Weber qui représente le courant bureaucratique et qui se penche principalement sur le système bureaucratique. D'autre part, nous allons voir l'école des relations humaines qui mise sur la qualité des rapports humains et la mise en œuvre d'un style de management bienveillant pour améliorer les résultats des organisations. À partir de là, on va voir les principaux auteurs, qui sont Elton Mayo, Abraham Maslow, Herzberg, Lewin et Likert. Pour ce qui est des courants contemporains, ce qu'on appelle donc l'école néoclassique, qui avait comme fondateur Peter Drucker et d'autres auteurs comme Sloan et Octave Gélinier, d'autres écoles managériales vont être bien entendu présentées à travers ce qu'on appelle aujourd'hui donc les courants modernes ou les courants contemporains. L'école systémique avec Henri Metzberg et Bertalan Amphi, la théorie de décision avec Cerc, March et Simons, l'école de la contingence avec Lorsch et Lawrence, l'école stratégique avec Crozier, Michel Crozier, et l'école japonaise avec Ishikawa. Donc nous allons voir grosso modo l'ensemble de ces écoles de pensée, et l'objectif justement est de réfléchir sur l'évolution des conceptions managériales par rapport à la réalité de l'entreprise et surtout en termes de leurs pratiques de gestion et de leurs pratiques managériales. Donc commençons par l'école classique. Donc dites aussi école formelle des organisations. Elle est marquée par une approche de l'organisation caractérisée par la recherche de la rationalité. Cette école cherche à donner une solution universelle aux problèmes rencontrés par les entreprises. Et à partir de là, on distingue dans cette école de pensée trois principales contributions. La première contribution renvoie donc à la rationalité productive prônée par Frédéric Taylor. La deuxième contribution renvoie à la rationalité administrative développée par Henri Fayol. Et enfin, donc, la troisième contribution discute du concept de la rationalité structurelle avec notamment les travaux de Max Weber. En commençant par la première contribution qui discute donc la problématique de la rationalité productive et qui a été développée par Frédéric Winslow Taylor. Donc selon Taylor, cet auteur a essayé de formaliser et de conceptualiser le fonctionnement des entreprises et il a proposé d'appliquer les règles d'organisation scientifique au niveau des ateliers de production. Donc Taylor était un ingénieur de formation et il a voulu d'appliquer les règles scientifiques, de rigueur scientifique en matière d'organisation des ateliers de production à travers ce qu'il a appelé « the one best way ». Donc pour lui, pour Taylor, il est possible d'appliquer les mêmes principes d'un management à n'importe quelle organisation, quelle que soit sa taille ou son type d'activité. Et c'est ce qu'on appelle donc « the one best way », c'est-à-dire qu'il y a une et unique approche managériale et qui est imprégnée des méthodes scientifiques d'optimisation
et de rationalisation de manière à organiser la fonction production des entreprises. Rappelez-vous, à l'époque, le principal objectif de l'entreprise était de produire pour répondre à une demande qui est très forte. C'était donc l'unique ou la principale finalité à satisfaire. C'est pour cela que, effectivement, Henry ou Frédéric Taylor, en étant ingénieur, a essayé de réfléchir sur la possibilité de mettre en application les mêmes règles d'optimisation et d'organisation scientifique à l'échelle des ateliers de production parce qu'il considère que ces méthodes sont valables à toute organisation, quelle que soit sa taille ou son activité, la nature de son activité. Et donc là, il s'agit de réfléchir sur ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, l'OST. Cette organisation scientifique du travail repose sur deux principes fondamentaux. La distinction entre la conception et l'exécution et la division du travail en tâches distinctes. Donc là, il s'agit de distinguer entre les agents qui vont, bien entendu, contribuer à la conception, concevoir les procédés de fabrication, les méthodes de production, et ceux qui vont se mettre à l'exécution, à la mise en application des méthodes de fabrication qui ont été conçues préalablement. Donc, généralement, dans l'époque, on voyait les ingénieurs principalement contribuer à la conception des méthodes de production et de fabrication, et les techniciens, la main-d'œuvre, les agents de maîtrise participent principalement à la mise en application de ce qui a été conçu par les ingénieurs à travers l'exécution des tâches. Le deuxième principe qui est fondamental et qui définit bien entendu l'organisation scientifique de travail, c'est la division du travail en tâches distinctes de manière à ce que chacun va se spécialiser dans une tâche particulière pour qu'il puisse l'optimiser en termes d'usage. Donc, l'organisation scientifique du travail, ce qu'on appelle le management scientifique de Taylor, repose sur 4 grands principes que vous devez retenir. Le premier principe, c'est l'étude scientifique du travail, qui doit être faite par une équipe de spécialistes. Donc, il s'agit de diviser le travail en tâches élémentaires et pour chaque tâche, on va désigner un spécialiste qui va bien entendu se focaliser uniquement sur la tâche en question. Deuxième principe, c'est la sélection scientifique et l'entraînement de l'ouvrier. C'est-à-dire qu'on va choisir le meilleur ouvrier qui présente une bonne optimisation de la tâche à réaliser. Et à partir de là, l'ouvrier va s'entraîner progressivement en répétant la même tâche plusieurs fois. Et à travers cet entraînement, elle va donc développer une maîtrise techniquement parfaite et qui permette bien entendu l'atteinte de cette optimisation, de cette rationalité au sens même scientifique du terme. Troisième principe du management scientifique de Taylor, c'est le couplage de l'étude scientifique de travail et de la sélection scientifique des travailleurs. Donc là, il s'agit de faire appliquer la science par les ouvriers. Donc, ils vont être accompagnés ou formés et à partir de là, ils doivent respecter scrupuleusement les directives scientifiques de chaque méthode à appliquer, de telle sorte que l'ouvrier doit impérativement développer une maîtrise à travers la répétition des tâches. Et en dernier lieu, bien entendu, le principe de la coopération étroite entre le management et les ouvriers. Car il y a rarement un acte de l'ouvrier qui ne soit pas précédé et suivi d'un acte de manager. C'est le travail et la responsabilité du travail se divisent d'une façon presque égale entre les managers et les ouvriers.
Donc, il y a d'abord les managers, qui sont souvent des ingénieurs, qui font les tâches de conception. Et il y a donc les ouvriers, qui vont être des exécutants de ce qui a été planifié par les managers. Et à partir de là, il s'agit de garantir une étroite coopération entre les managers et entre les ouvriers, de manière à éviter les éventuelles erreurs qui peuvent remettre en cause la recherche de l'optimisation et de la rationalité. Et donc, le travail et la responsabilité du travail se divisent d'une façon presque égale entre les managers et les ouvriers. En effet, ce mode de management scientifique, qui repose principalement sur la rigueur scientifique, a montré ses limites et elle a fait l'objet de plusieurs critiques. Les critiques de l'organisation scientifique de travail sont très nombreuses. On va vous présenter les principales qui renvoient à la déshumanisation du travail, puisqu'il est fractionné en de très petites tâches à répéter et donc devient sans intérêt pour l'exécution. Donc, il s'agit d'une sorte d'automate remplaçable par une machine ou un robot. Le fait d'appliquer cette rigueur scientifique, cette division des tâches répétitives et cette séparation entre la conception et l'exécution, entre les managers et les ouvriers, entraîne une déshumanisation du travail, puisque le travail est fractionné en de très petites tâches à répéter, qui sont donc sans intérêt pour l'exécution. Et donc là, il s'agit d'une sorte d'automate, de manière à ce que les ressources humaines, les ouvriers en l'occurrence, peuvent être remplacés facilement par des machines ou un robot. Donc c'est la robotisation ou même l'automatisation industrielle qui fait que plusieurs tâches peuvent être facilement remplaçables par les ouvriers. Et donc cette critique a donné naissance, depuis les années 60, à certaines formes d'organisation basées sur l'enrichissement des tâches et la rotation des postes. Donc là, au lieu à ce que le manager va se spécialiser, c'est pas le manager, l'ouvrier va se spécialiser dans une tâche particulière, répétitive. Donc là, il s'agit d'enrichir les tâches à réaliser pour un même ouvrier. L'objectif, c'est effectivement de ne pas tomber dans l'automatisation des processus de production. Et à partir de là, donc, l'enrichissement des tâches permet à améliorer l'intéressement de l'ouvrier par rapport aux méthodes qu'elle doit adopter. Et la rotation des postes, de manière à enrichir aussi les compétences techniques des ouvriers pour qu'ils soient quand même capables d'exercer plusieurs tâches à la fois. Et à partir de là, il développe même son processus d'apprentissage technique et qui permet bien entendu l'implication et la motivation des ouvriers en question. Et donc, en tenant compte de cette critique, il a été proposé d'enrichir les tâches à accorder aux ouvriers et d'assurer une certaine rotation. Ces deux principes contribuent à l'implication de l'ouvrier à travers, bien entendu, la responsabilisation de l'ouvrier et la valorisation de son travail. Et cela permet effectivement de réduire l'ennui au travail. Parce que en faisant la même tâche d'une manière répétitive et standardisée, l'ouvrier commence à s'ennuyer au travail. Et l'ennui peut dégager à terme la démotivation et le désengagement de l'ouvrier, ce qui impacte systématiquement sa productivité et son rendement. Et bien entendu, elle va impacter toute la chaîne de production. Parce que rappelez-vous, au niveau de l'organisation scientifique de travail, il s'agit de définir des chaînes de production
Et pour une même chaîne, on va la décomposer selon des tâches répétitives et que chaque ouvrier va être spécialisé dans une tâche particulière, ce qu'on appelle le travail à la chaîne. Et à partir de là, donc, l'ouvrier, en répétant la même tâche pendant une certaine période, il commence par s'ennuyer et par conséquent se démotiver et se désengager. Pour réduire cet ennui au travail, bien entendu, d'autres ingénieurs, d'autres penseurs ont proposé d'abord l'enrichissement des tâches pour que l'ouvrier exerce plusieurs tâches à la fois, différentes, et cette diversification des tâches améliore son apprentissage technique, ce qui améliore aussi l'acquisition des compétences techniques par rapport aux tâches à exécuter, et surtout assurer la rotation des postes pour que l'ouvrier développe d'autres apprentissages et il va donc être responsabilisé et valorisé. D'où donc les critiques qui ont été adressées au management scientifique qui a été développé par Taylor. Le deuxième courant qui renvoie à la rationalité administrative a été développé par Henri Fayol. Henri Fayol, titulaire d'un doctorat de l'école des mines de Saint-Étienne, débuta à 19 ans comme ingénieur à la société Coventry Franchbury à Decazeville. Il travailla jusqu'à sa retraite en 1918 et en fut directeur général de 1888 à 1918. Henri Fayol publie en 1916 un livre intitulé Administration industrielle et générale, prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle, sur lequel repose toute sa réputation. Henri Fayol concentre sa réflexion sur la direction de l'entreprise et sur la fonction administrative, à travers donc les pratiques managériales qui visent principalement la direction de l'entreprise. Son apport est basé sur son expérience personnelle de directeur général d'une grande entreprise minière et sidérurgique pour élaborer des principes et des règles de management qui sont souvent des conseils, ils sont souvent donc inspirés ou représentent souvent des conseils pratiques qui sont destinés aux directeurs d'entreprise. Donc pour Fayol, quelle que soit la taille de l'entreprise, elle comporte ses activités aux fonctions qui sont fondamentales par rapport à sa gestion et par rapport à son fonctionnement. Les premières activités sont de nature technique, qui renvoient à la production, à la fabrication, à la consommation. Les deuxièmes activités sont de nature commerciale, achat, vente, échange. Les troisièmes activités sont de sécurité, les opérations de protection des biens et des personnes, donc protéger le patrimoine de l'entreprise, ce qu'elle possède en termes de biens, mais également des ressources, notamment les ressources humaines. Les activités financières, c'est la recherche et la gestion des capitaux nécessaires au financement du cycle d'exploitation, du cycle d'investissement de l'entreprise. Les activités de comptabilité, qui consistent bien sûr à réaliser un inventaire, un bilan, des statistiques ou même l'élaboration ou l'analyse, la fixation des prix de revient. Et enfin, bien entendu, les activités administratives ou de direction qui sont représentées par 5 aspects. Premièrement, c'est la prévoyance. Deuxièmement, c'est l'organisation. Troisièmement, c'est le commandement. Quatrièmement, c'est la coordination. Et par la suite, le contrôle. À partir de là, donc, Henri Fayol énumère 4 principes, ou 14 même, 14 principes d'activité administrative. Celles-ci ne concernent pas les activités sur la matière et les machines et n'agit que sur le personnel
les ressources humaines. Et ces 14 principes vont servir à ce que les activités administratives soient remplies d'une manière efficace. Les 14 principes développés par Henri Fayol sont comme suit. Le premier principe renvoie à la division du travail. Cela signifie tout simplement que la spécialisation du travailleur permet d'augmenter son expérience et sa productivité. Donc, selon lui, il considère que le fait de fixer un ouvrier sur une tâche bien déterminée, ça va lui permettre d'augmenter son expérience et sa productivité, ce qui assure effectivement l'optimisation et la rationalité. Deuxième principe, c'est l'autorité et la responsabilité. Cela renvoie tout simplement au droit de donner des ordres et le pouvoir de les faire exécuter. De manière pour assurer une bonne gestion, un bon fonctionnement de l'entreprise, on doit associer donc le droit de donner des ordres et le pouvoir de les faire exécuter. C'est ce qu'on appelle donc autorité et responsabilité. L'autorité renvoie à la capacité de manager de donner des ordres aux exécutants. La responsabilité, c'est que ce manager a le pouvoir de les faire exécuter. Et à partir de là, on assure le bon fonctionnement de l'entreprise et qui consiste principalement à assurer la rationalité. D'abord productive au sens de Taylor et ensuite administrative au sens de Fayol. Troisième principe d'Henri Fayol, c'est la discipline. La discipline qui renvoie à l'obligation d'obéir selon les conventions établies. Donc là, il s'agit du respect des obligations qui sont établies par les conventions en entreprise. Elles concernent l'obéissance, la conduite, la tenue et les signes extérieurs de respect. Donc là, effectivement, la rationalité administrative et la performance de l'entreprise ne peut pas se faire sans, bien entendu, cette discipline qui renvoie principalement à l'obéissance aux règles, aux obligations, telles qu'elles sont décrites par les conventions et les documents internes de l'entreprise. Et assurer une bonne conduite, une bonne tenue des activités et le respect des signes, bien entendu, dégagés par les responsables ou les managers. Quatrième principe d'Henri Fayol, c'est l'unité de commandement. Chaque homme ne doit avoir qu'un seul chef. C'est ce qu'on entend donc par l'unité de commandement. Donc, on ne doit pas avoir plusieurs chefs sur un même ouvrier ou un même exécutant. Donc, chaque homme ou femme ne doit avoir qu'un seul chef. Donc, on a une seule personne qui va assurer le commandement de l'équipe, par chaîne, généralement par chaîne de production ou par processus de gestion. Cinquième principe développé par Henri Fayol, c'est l'unité de direction. Les personnes doivent travailler dans le même but, non seulement avec un seul chef, mais également avec un seul programme. Donc, effectivement, on doit fixer ou préciser le même but, la même vision, le même objectif, non seulement avec un seul, mais également avec un seul. Donc là, il s'agit principalement de respecter cette unité de direction qui renvoie justement à l'élaboration ou la planification donc d'un même, je dirais, programme.
Sixième principe, c'est la subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général. Les buts de l'entreprise sont prioritaires par rapport à ceux des personnes. Donc, en cas de conflit entre l'intérêt personnel ou l'intérêt général, donc l'intérêt individuel renvoie à l'intérêt des personnes qui sont en entreprise, notamment les salariés, les employés. L'intérêt général renvoie à l'intérêt de l'entreprise. Effectivement, et là, donc, il y a une supériorité de l'intérêt général par rapport à l'intérêt des individus. C'est ce qu'on appelle donc la subordination de l'intérêt individuel à l'intérêt général. Cela signifie tout simplement que les objectifs ou les buts de l'entreprise sont prioritaires par rapport à ceux des personnes ou des salariés. Septième principe développé par Henri Fayol renvoie à la rémunération équitable. Donc cette rémunération, elle doit être proportionnelle aux efforts, de manière à assurer une équité en termes de rémunération. Donc chaque ouvrier qui travaille davantage doit être rémunéré davantage. Par conséquent, un ouvrier paresseux qui ne respecte pas ses engagements, qui ne travaille pas convenablement, ne peut pas avoir la même rémunération qu'un autre engagé. Et donc, effectivement, la rémunération, elle est proportionnelle aux efforts. Plus vous travaillez, plus vous allez avoir une rémunération, à la fois fixe et variable. Huitième principe renvoie au degré de décentralisation. Selon Henri Fayol, la centralisation est un fait d'ordre naturel. Donc, Fayol note que la centralisation est un fait d'ordre naturel, mais en soi, il n'est ni forcément bon, ni forcément mauvais. Et donc, ce degré dépend de l'activité et surtout de la qualité du personnel. C'est pour cela qu'il faut assurer un dosage relatif à la décentralisation en fonction, bien entendu, de l'activité et de la qualité du personnel de l'entreprise. Et donc, selon lui, la centralisation, elle est tout à fait naturelle. Elle n'est ni bonne et ni mauvaise. Elle dépend principalement de l'activité de l'entreprise et de la qualité de son personnel. Neuvième principe, c'est la hiérarchie, tout simplement. Il faut mettre en place des relations hiérarchiques de dépendance, d'autorité, de manière à accorder une légitimité à ceux qui décident, donc notamment les managers, par rapport aux exécutants. Et de la même manière, le dixième principe qui renvoie à l'ordre, donc une place pour chaque personne, et chaque personne a sa place. C'est ce qu'on appelle donc l'ordre. Il faut accorder une place pour chaque personne et chaque personne a sa place. Donc tout un chacun doit avoir une mission bien éclairée, des tâches bien précisées, sans chevauchement. Donc, il s'agit donc de mettre en place un ordre, c'est-à-dire une articulation des tâches, des responsabilités et des missions que tout un chacun doit avoir en entreprise. Et effectivement, une place pour chaque personne et chaque personne a sa place. Onzième principe d'Henri Fayol renvoie à l'équité. Selon Henri Fayol, la justice résulte des conventions établies, mais elle est insuffisante parce que tout ne peut être prévu par des conventions. L'équité est donc la justice complétée par la bienveillance et l'équité exige du manager du bon sens, de l'expérience et de la bonté. Donc, selon Henri Fayol, la justice est la résultante des conventions établies, c'est-à-dire des documents écrits, mais elle reste insuffisante pour instaurer l'équité. Et donc, cette équité, elle exige d'un manager le bon sens, c'est-à-dire dans des situations complexes,
dans des situations à problème, le manager doit se doter du bon sens pour pouvoir arbitrer face à une situation problème et faire des choix qui sont les plus justes possibles et les plus équitables possibles en tenant compte de son bon sens, de son expérience et de sa bonté. C'est pour cela que selon Henri Fayol, il considère que l'équité, c'est la justice complétée par la bienveillance. 12e principe d'Henri Fayol, c'est la stabilité d'emploi ou du personnel. Cette stabilité est indispensable pour assurer donc le bon fonctionnement de l'entreprise, qui est tout à fait différent par rapport à la rotation. Donc, chaque ouvrier doit être maintenu sur la même tâche de manière à ce qu'il développe, bien entendu, une compétence technique par rapport à la maîtrise des tâches ou de la tâche qui lui est associée. 13e principe, c'est l'initiative, c'est la liberté de proposer et celle d'exécuter. Donc, tout un chacun peut avoir l'initiative de proposer des pratiques, des méthodes, des aspects pour améliorer donc le fonctionnement de l'entreprise ou de la tâche qui lui a été associée. Et enfin, donc, le dernier principe, c'est l'union du personnel. Donc, pour Fayol, l'union fait la force. Et le chef doit éviter de diviser son personnel. Donc, selon Fayol, diviser la force ennemie est bien, mais diviser ses propres forces est une lourde faute. Donc là, il s'agit de garantir la cohésion et l'union des ressources humaines du personnel. Et donc, un dirigeant muni de ces principes, donc un dirigeant muni de ces principes pourra remplir correctement toute activité administrative qu'on peut décomposer selon 5 opérations. Rappelez-vous, la prévoyance, l'organisation, le commandement, la coordination et le contrôle. Donc voilà, je termine sur ce point et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine ou la séance prochaine pour la poursuite de notre cours. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt pour la deuxième séance.